Félix Tshisekedi est-il prêt à diriger le pays sans Joseph Kabila? Quelles sont les marges de manœuvre dont dispose l'actuel président de la République pour amorcer ces 3 dernières années seul avec les autres aux commandes de la République? Madame, Messieurs, nous examinons cette question, nous analysons calmement cette réflexion dans le cadre de votre émission Un homme, un concept. Nous recevons ce soir Serge Tchiani Madika. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Odia, merci. Vous êtes chargé de communication et porte-parole de Force Grise UDPS. Exactement, c'est cela, oui. Qu'est-ce qu'on entend par Force Grise? Alors en fait, Force Grise, c'est une structure au sein de l'UDPS. En fait, c'est un mouvement au sein de l'UDPS qui réunit tous les professionnels, les membres du parti qui sont professionnels, pour la plupart jeunes, qui sont dans la tranche d'âge généralement reconnue aux jeunes. Et tous on se met ensemble dans Force Grise et on essaie de créer une dynamique de groupe afin d'apporter notre plus-value au parti. Ça date de quand, la Force Grise? Alors la Force Grise date déjà de 2 ans, puisque nous avons vu le jour il y a 2 ans. Nous avons même contribué à la campagne du président de la République, notamment de nos députés nationaux et provinciaux. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer, à mettre en place cette structure? Ah, c'est une bonne question. Alors, nous avons essayé de faire le diagnostic de notre parti UDPS. Nous avons fait un diagnostic et nous sommes dit que il y a trop de populistes. Non, pas du tout. C'est pas comme ça qu'on voit les choses. Hein. En notre sens, d'ailleurs, l'UDPS c'est le seul parti, si vous voulez, sans prétention aucune, qui a effectivement cette dynamique-là de parti politique au Congo. Nous sommes fiers de le dire et nous sommes très sûrs de nous quand nous le disons. Et en fait, nous avons fait un diagnostic à l'intérieur du parti. Nous sommes dit que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'aider le parti à aller encore de l'avant? Qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de maintenir le parti au pouvoir le plus longtemps possible? Qu'est-ce qu'il faut faire pour assurer la relève à l'intérieur du parti? Et donc, avec certains camarades, nous nous sommes mis ensemble et nous avons créé Force Grise, en fait, dans cette idée-là. Pourquoi? Parce que notre conception de la politique et de la gestion de la chose publique, c'est que la dynamique de groupe est toujours mieux qu'une dynamique individuelle. Lorsque nous nous mettons ensemble en groupe, on est plus fort et ce que nous pourrons apporter est beaucoup plus important que lorsqu'on évolue en individuel. Pourquoi un mouvement dans un mouvement? Parce qu'un parti politique est en soi aussi un mouvement. Exactement, c'est très intéressant votre question. En fait, l'UDPS le permet, si vous voulez. C'est que ailleurs ça existe déjà, vous voyez. En France, par exemple, les Républicains, vous avez des mouvements à l'intérieur du parti, mais l'UDPS a fait mieux parce que ailleurs, les mouvements qui sont à l'intérieur du parti, généralement, ce sont des mouvements qui s'accrochent à des figures tutélaires à l'intérieur du parti. Ce qui n'est pas le cas à l'UDPS. L'UDPS permet justement aux jeunes, aux personnes qui sont à l'intérieur du parti, de se constituer en association, si vous voulez, et de se faire association et d'évoluer à l'intérieur de l'UDPS. Donc, nous n'avons pas des figures tutélaires à l'intérieur du parti. C'est vraiment de jeunes camarades membres de l'UDPS qui décident de se mettre ensemble pour apporter cette énergie nouvelle au parti. On va parler de comment est-ce que vous arrivez à organiser, tout en rappelant aux téléspectateurs qu'on va vraiment aborder la problématique, mais on aimerait bien comprendre quand même comment ça se passe avec cette Force Grise. Est-ce que vous êtes l'antithèse du Parlement debout? Nous essayons justement d'essayer de sortir de ce qu'on a placé dans l'inconscient collectif de tous les Congolais par rapport au Parlement debout. Nous sommes fiers de ce que sont le Parlement debout de l'UDPS. En notre sens, c'est un endroit où on apprend la politique, c'est un endroit de l'apprentissage de la politique par excellence. Pas que la politique, certains disent qu'ils sont agressifs. Ça dépend. Ils passent plus leur temps à insulter qu'à réfléchir. J'aimerais qu'on m'apporte la preuve du contraire. Mais j'explique un peu pourquoi Force Grise n'est pas l'antithèse ou l'opposé de Parlement debout. En fait, nous tous déjà, nous sommes dans des Parlements debout. Parce que les parlements debout, en fait, ce sont des structures... Non, on ne vous voit pas sous les arbres. La plupart d'entre vous, de peu que je connaisse, ils sont dans des bureaux, ils ne sont pas sur les arbres à la 10e rue. Je vous explique, madame. Les parlements debout, en principe, les parlements debout sont des structures qui sont cellulaires. Parce que l'UDPS, il y a au niveau national, il y a les niveaux de fédération, après vous avez les niveaux cellulaires. Donc les cellules qui peuvent être représentées dans les quartiers pour les grandes agglomérations, communes, quartiers et tout ça. Donc les parlements debout sont des structures qui œuvrent à l'intérieur des cellules. C'est des structures où on vient pour partager l'information par rapport au fonctionnement de la République et on échange entre camarades du parti et on essaye de s'écouter. C'est d'ailleurs l'endroit où... il se passe où on apprend encore mieux l'exercice de la démocratie. Et nous sommes fiers de dire ça, parce que moi, par exemple, je suis parlementaire debout.
au sens où... Vous réunissez où? C'est des bonhommes limités? Non, non, j'habite... je suis du côté de Linguala. À Linguala, vous vous réunissez où? Et de temps en temps, lorsque je suis au centre-ville, vers mon travail, je suis généralement vers la DGI. Il y a un parlement debout là-bas. Et j'y vais. Le matin. Comment vous faites? Expliquez-nous, parce qu'on ne comprend pas le matin. Pendant que certains sont censés aller travailler, vous avez un travail, oui. Mais on trouve qu'il y a des rassemblements, des gens qui parlent parfois des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous, comment vous faites? Non, mais je vous inviterai un jour au Parlement debout. Les parlementaires debout... Non, c'est ouvert à tous, vous n'avez pas besoin de m'inviter. Justement, mais il faut venir, vous passez, vous voyez pas par rapport à l'organisation. Vous commencez le travail à 7h, à 8h, le Parlement debout. C'est vers ces heures-là, vous faites comment? Vous arrivez, vous passez de loin, vous observez de loin, vous faites de conclusions. Il faut arriver... Assistez un peu à ces discussions-là, vous comprendrez de quoi on parle. Peut-être que, mais c'est à 8h, c'est souvent le matin, l'heure à laquelle les gens sont censés travailler. Je vous rappelle, justement en parlant de travail, je vous rappelle que l'UDPS n'a même pas encore 2 ans au pouvoir. Donc vous n'avez pas demandé aux gens qui ont combattu justement, entre autres, parce qu'il y a le chômage endémique, parce que les gens n'arrivent pas à trouver de travail. Ils ne sont pas les seuls chômeurs, hein, oui, justement, mais justement, ils sont chômeurs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce temps-là, on va le mettre à profit pour essayer de parler de la République, pour essayer de comprendre les problèmes de la République. Non, mais ils n'ont pas de travail, qu'est-ce que vous voulez, madame? On en crée. Mais vous n'avez pas non, mais il y en a. Mais justement, qu'on crée du travail... Il faut encore, une fois de plus, sortir de l'imaginaire de gens, cette histoire. Vous avez dit que moi j'ai un travail. Mais je vous ai dit que je suis parlementaire debout. Ça contredit cette thèse-là qu'on essaie de mettre dans la tête de gens depuis des années. Non, mais c'est ce que je voulais savoir. Vous, comment vous faites le Parlement debout? C'est souvent le matin. Ouais. Avec votre travail, non, mais je suis pas là. Non, mais je suis pas là. Voilà. Pour mon cas, par exemple, je suis pas là tous les jours. Il y a 2 jours, je choisis, je suis là. Je suis avocat, donc je peux, voilà, je gère mon temps. Il y a 2 jours, je suis là, je viens partager, parler de la République avec les camarades, parler du fonctionnement de la République, essayer de comprendre les choses, essayer de comprendre ce qui se passe, et puis voilà. Et surtout, réveiller en chacun de nous cette fibre patriotique pour faire comprendre aux gens que les Congos, c'est la seule chose qui nous unit et qui nous est plus chère. C'est pas souvent ce qu'on voit quand on suit les parlementaires debout. Venez un jour, c'est plus, on n'a pas besoin de venir, il y a des vidéos qui sont là, qui circulent. Quand on vous entend dans vos rassemblements, il y a beaucoup plus d'insultes que... des réflexions, moi personnellement, d'attaques personnelles. Personnellement, vous m'avez posé la question par rapport à moi, où je vais, il n'y a pas ce genre de choses. On parle de force grise, déjà il y a ce mot, grise. Parce qu'il n'y en avait pas avant dans l'UDPS, bien avant, il y a 2 ans, il n'y avait pas de force grise, il n'y avait pas cette matière, il n'y avait pas la matière grise. Si, il y en a toujours. Je vous rappelle que le fondateur de l'UDPS sont des grands intellectuels. Je vous rappelle, il y a le professeur Liaou, il y a le docteur Etienne Tshisekedi, il y a tout ce genre-là, c'était de grands intellectuels, les fondateurs de l'UDPS. En fait, force grise, c'est tout simplement par rapport aux gens qui nous réunissent. Et vous n'allez pas nous en vouloir parce que nous avons ces petits orgueil de se dire que voilà, nous sommes les enfants de ces pays nous a donné ce qu'il nous a donné et que nous voulons lui rendre ce qu'on a à rendre. C'est pour ça qu'on se dit, voilà, nous sommes une force grise, un ensemble de personnes qui se reconnaissent avoir du talent, avoir du potentiel, et voilà, on se met ensemble pour ça. Certaines personnes estiment, à tort ou à raison, que c'est parti de cette carence, déficit des cadres au niveau de l'UDPS, qui a été peut-être révélée pendant ces 2 ans, que voilà, qu'il y a une autre génération qui essaye d'émerger, qui veut faire les choses différemment, d'où force grise. Carence intellectuelle, je ne pense pas. C'est un mauvais diagnostic que les gens font. Carence pas intellectuelle, mais des cadres, des gens qui ont justement eu à travailler parce que... Oui, mais qu'est-ce qu'on appelle cadre, encore une fois de plus, Madame Oudia? Vous voyez, le parti politique, lorsqu'il naît, lorsqu'un parti politique voit le jour, c'est pas les gens qui ont créé le parti politique qui restent éternellement à la tête du parti politique. Il y a comme ça un remplacement automatique qui s'organise. Donc, aujourd'hui, il y a eu une certaine génération qui a géré l'UDPS, ils sont partis, il y a la génération du président Kabound et les autres, et voilà, il y a une autre génération qui va arriver, et exactement la génération du secrétaire général Kabouya, de maître Peter Kazadi, voilà, ces générations, c'est comme ça se suit. Les républicains aujourd'hui en France, c'est pas la première génération de républicains qui est aujourd'hui au pouvoir, et encore que les républicains ont changé de nom, je pense 3 fois.
C'était le RPR, après on est passé à l'UMP, après, et on a changé de nom. Pourquoi? Parce qu'un mouvement politique doit essayer de s'adapter aux réalités qui vont avec son temps. Et l'UDPS des années 82, à l'UDPS d'aujourd'hui, nous essayons de nous adapter aux réalités des époques, en fait. Et voilà, c'est un peu ça. C'est pas question de carence de cadre, pas du tout. Quelle est la particularité de la force grise? Parce que pour certains, bon, vous n'êtes pas à l'antithèse de Parlement debout, mais ces conseils de parlementaires debout, c'est qui sont populisme, justement, le terme, je le disais tout au début de cette émission. Vous essayez d'être beaucoup plus mesuré, beaucoup plus réfléchi, beaucoup moins extrémiste. Non, pas du tout. Je ne pense pas que vous demeurez extrémiste, vous faites rêver. Non, pas du tout. Je ne pense pas que l'UDPS soit un parti des extrémistes. Pas du tout. Je ne soutiendrai jamais cette thèse-là. Je ne l'épouserai jamais d'ailleurs. Mais la particularité de Force Grise, c'est cette nouvelle dynamique de groupe que nous voulons apporter à l'intérieur du parti. Nous allons bientôt procéder à certaines réalisations et vous prendrez connaissance de ça et vous sentirez vous-même, vous verrez cette touche nouvelle que nous apportons également à l'UDPS afin de continuer à faire rayonner notre parti au niveau national et international. Vous n'avez pas peur d'être traité d'arrogant? Pas du tout. C'est pas encore le cas. Non, nous n'avons pas peur. De toutes les façons, le combat politique à l'intérieur de mouvements ou de partis politiques, c'est un peu le quotidien de partis politiques. C'est-à-dire que c'est un combat des idées à l'intérieur de partis politiques. Et d'ambition également, parce que voilà. Logiquement, c'est un combat des idées, c'est un combat d'ambition, parce que lorsque on entre en politique, on a des ambitions. Et la plus grande ambition lorsqu'on entre en politique, c'est de mettre à l'œuvre son projet de société, ce qu'on a comme projet pour le développement ou le changement de notre société, l'émergence de notre peuple. C'est tout à fait logique à l'intérieur de partis politiques. Il y a parfois un peu ces petites contradictions-là, c'est tout à fait logique. Vous êtes jeune. Oui. Pourquoi n'avoir pas intégré la Ligue des jeunes carrément? Mais nous sommes de la Ligue des jeunes également. Donc vous êtes un mouvement dans la Ligue des jeunes qui est dans le parti, donc un mouvement dans un mouvement qui est dans un... Non, ça fait beaucoup trop. Non, il faut préciser quelque chose. La Ligue des jeunes n'est pas un autre parti politique. On est de la Ligue des jeunes. Moi encore votre mouvement. Je vais vous dire quelque chose. Les statuts de l'UDPS le définissent clairement. On est de la Ligue des jeunes automatiquement lorsqu'on se trouve dans une certaine tranche d'âge à l'intérieur du parti. Ça fait de vous automatiquement un membre de la Ligue des jeunes. On ne vient pas s'inscrire ou s'enregistrer à l'UDPS en disant que je viens m'enregistrer à l'UDPS comme membre de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Quand vous vous enregistrez, vous êtes d'abord membre de l'UDPS. Avant d'être membre de la Ligue des jeunes, par rapport à votre tranche d'âge, voilà, vous êtes de la Ligue de jeunes, mais être de la Ligue de jeunes, ça ne vous empêche pas d'occuper de grandes responsabilités au sein du parti, pas du tout. En tout cas, on n'a pas encore vu beaucoup de jeunes au sein du parti. Bon, ici, ils sont jeunes. Si, ça dépend de la tranche d'âge également. Ouais. On parle maintenant de ce qui s'est passé pendant 3 semaines. On a assisté aux consultations convoquées ou initiées par le président de la République. C'était inopportune. Non, nous ne pensons pas. Le président de la République, dans son message du 23 octobre dernier, là, en fait, il a essayé d'expliquer pourquoi il devait appeler aux consultations. Il a motivé ces consultations. C'est le président de la République, c'est les garants... 3 semaines de perdu, 3 semaines où tout s'est arrêté. Non, vous ne pouvez pas dire ça. 3 semaines où on n'avait pas besoin parce qu'apparemment, il a reçu tous les gens qu'il recevait tous les jours. Non, mais en fait, ça veut dire que si je suis la logique de votre raisonnement, vous essayez d'hiérarchiser un peu les gens dans la société. On ne les hiérarchise pas, on constate. Il a reçu tous les gens, il les a toujours reçus et non, il les a encore reçus. Ça dépend. Lorsqu'on reçoit les gens, c'est par rapport à un sujet quelconque. On se voit tous les jours, mais c'est pas pour autant qu'on parle des mêmes choses tous les jours qu'on se voit. On se voit aujourd'hui, on parle d'autres choses, et lorsqu'on se verra demain, ce sera pour une raison bien précise. C'est en ce sens qu'il a reçu les gens lors de consultations. Il a expliqué aux gens ce que lui, il a constaté que ça ne marche pas, et il demande aux gens de lui donner leurs avis, afin qu'ils puissent revenir vers le peuple pour essayer de dire au peuple ce que lui aura décidé. Vous comprenez que 2 ans après, qu'il revienne vers le peuple pour lui dire « Non, mais je viens de contracter un mariage », qui ne réussit pas, alors que tout le monde lui disait « Écoute, tu vas pas réussir dans ce mariage. » Non, mais je vais vous dire quelque chose. En fait, vous savez que
notre constitution, le constituant a, si vous voulez, institutionnalisé la coalition. C'est-à-dire que le président de la République, il a gagné l'élection présidentielle. C'est lui le président de la République. Et à la proclamation, il se retrouve avec, il se retrouve déjà que son parti, ou si vous voulez son parti politique et le mouvement, la coalition qu'il avait, n'a pas de majorité au Parlement. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de trouver une majorité, il essaie de créer une majorité au Parlement, parce qu'il n'y avait pas de majorité au Parlement, aucun parti politique au sens de la loi n'avait de majorité au Parlement après la proclamation des élections. Le FCC est une fiction qui n'existe pas. Juridiquement, le FCC n'existe pas. Donc, aucun parti politique n'avait de la majorité au Parlement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer maintenant de rencontrer les mouvements politiques reconnus par la loi et les partis politiques, essayer de constituer une majorité parlementaire afin de sortir le gouvernement. Donc, le président de la République, il a procédé à cet exercice-là. Et on se retrouve aujourd'hui que dans cette majorité parlementaire, la plupart des partis politiques qui ont beaucoup de députés pour essayer de dégager une majorité, ce sont les partis politiques qui se réclament du FCC. Et le président, qu'est-ce qu'il fait? Il coalise avec eux. La coalition, c'est une coalition pour gouverner. À part ça, moi, je ne sais pas, je n'ai pas connaissance d'un certain autre accord en dehors de cet accord de coalition pour gouverner. Voilà, d'ailleurs, ça tombe bien. Quand le président ad interim de votre parti dit il n'y aura ni coalition ni cohabitation, là, vous venez de dire que vous ne voyez pas comment dans l'état actuel de choses. Je vais vous expliquer. C'est de ma question, laissez-moi aller jusqu'au bout peut-être de ma question. Comment il compte s'y prendre le président? Parce que là, vous venez de dire qu'il n'y a pas une autre manière de gouverner à l'état actuel de choses, si ce n'est la coalition. Pendant ce temps, Kabounda dit qu'il n'y aura ni coalition ni cohabitation. Il fait comment? Le président Kabounda a raison. Le président Kabounda a raison parce que le constituant de 2006 a écarté complètement toute hypothèse de cohabitation en RDC. Il ne faut pas oublier que cette constitution est une constitution que j'aime appeler une constitution des belligérants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sortir de la guerre, où Jean-Pierre Bemba était président dans son coin, Roubaix président dans son coin, en fait le pays était morcelé, et il fallait mettre les gens ensemble. La guerre du Congo n'a pas connu des vainqueurs dans le vrai sens du terme. Les gens se sont mis ensemble et ont décidé d'arrêter la guerre. Donc, pour arriver à arrêter la guerre, les gens ont fait des concessions, beaucoup de concessions. Et dans ces concessions-là, entre autres, les gens ont concédé beaucoup de choses et il y a eu beaucoup d'arrangements et on a eu cette constitution-là. Alors, par rapport à ces passés-là de la guerre, les constitutions de 2006 a dit il va éviter de créer des situations, puisque nous sommes un pays d'après-guerre, donc il y a encore un peu de germe d'instabilité, il va éviter de créer des situations pour créer l'instabilité. C'est comme ça qu'il n'a pas prévu de cohabitation dans cette constitution. Je vais vous dire, l'article 78 de la constitution, qui dit que... Ah, le fameux article. Ah oui, c'est très intéressant, cet article est très intéressant, je vais vous le lire, pardon. Le professeur Mampouya en a parlé, et d'ailleurs, il a parlé chez votre confrère Lusako avec beaucoup de fierté qu'il y a une incise que lui a ajoutée dans cette constitution. Et c'est cette incise, à mon avis, c'est cette incise qui rend presque inopportune ou presque irréalisable la cohabitation. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Je saute tout ça. L'incise en question, qui en mon sens écarte complètement l'hypothèse de la cohabitation, donc le président Kabounda a raison. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Ça veut dire quoi? Cette incise, c'est pour dire, nous sommes un pays post-conflit, nous sommes un pays d'après-guerre, nous n'allons pas nous aventurer dans une cohabitation dont on a déjà vu ce que ça a produit en France, 2 fois la cohabitation, on a vu ce que ça a produit, donc nous n'allons pas nous aventurer dans une cohabitation. Par contre, la coalition est possible. Et la coalition est possible quand le président Kabounda dit il n'y aura pas de coalition, encore moins de cohabitation, mais il n'y aura pas de coalition, donc là il fait référence au FCC. Au regard de vos explications, vous avez vu que votre président s'est contredit. Mais parce que qu'on le veuille ou pas, parce qu'il a dit il n'y aura ni coalition,
ni Mais c'est ce que je cohabitation. dis. Il Quand pouvait parle dire, il pouvait le dire autrement, il y aura coalition, mais avec peut-être d'autres personnes. Non, mais parce qu'il n'y a pas d'autre schéma pour diriger ce pays actuellement si ce n'est par la coalition. Non, mais je ne veux pas, je ne vais pas me mettre à parler pour le président Kabound, mais je vous ai expliqué au regard des textes que lorsqu'il dit qu'il n'y aura pas coalition, et la coalition dont il est question, c'est la coalition FCC Cash. Bah oui, et quand il dit n'a qu'il pas n'y aura été précis quand même. Oui, quand il dit qu'il n'y aura pas de coalition, il faut comprendre qu'il parle de la coalition FCC Cash. Bah, il aurait mieux, il parle de ça. En tout cas, quand la fameuse phrase, c'était il n'y aura pas de coalition, pas de cohabitation. Mais là, vous venez de nous dire qu'il n'y a pas, le président n'a pas d'autre choix que de cheminer dans le sens d'une coalition. Je précise, le président, pour diriger, le constituant nous interdit la cohabitation. Ça veut dire que la seule option qui nous reste, c'est la coalition. Donc, la coalition dont il est question, il ne faut pas l'arrêter ou l'enfermer dans un carton FCC Cash. Donc, il faut comprendre cela. La coalition dont il est question ne sera pas nécessairement FCC Cash. Je crois que c'est ce que Kabound a manqué de nous dire. Parce qu'en se limitant Mais là-bas, les gens se posaient la question, quand il dit il n'y aura pas coalition, il n'y aura pas cohabitation, il y aura quoi? En fait, c'est la fameuse question. Non, il aurait mieux fait de délimiter quand même les choses comme ça et de dire qu'il n'y a pas d'autre issue. Je suis de l'UDPS, j'ai précisé ces propos. Donc, on fait ça. Donc, il y a la seule voie, la seule façon pour le président de continuer de diriger ce pays, c'est par une coalition. Est-ce qu'il va réussir quand on sait qu'il a échoué dans sa précédente coalition? Parce que justement, il veut diriger comme le tout-puissant président, peut-être ne sachant pas qu'il a aussi des limites compte tenu de notre régime, qui est un régime semi-présidentiel. Oui, mais justement, en fait, il faut dire que le président de la République, dans la coalition, a besoin d'avoir un Premier ministre qui lui est, entre guillemets, bon, j'allais dire soumis, mais c'est pas le bon terme, un Premier ministre qui le respecte. Parce qu'en fait, il faut préciser quelque chose. Le Premier ministre... Ça doit être vice-versa, surtout quand on sait que vous n'avez pas gagné le Premier ministre... Donc, c'est vice-versa. Madame Odia, le Premier ministre n'a aucune légitimité directe. Le Premier ministre. Le Premier ministre est une fabrication politique. Il n'a aucune légitimité directe. Dans notre pays, le président de la République est élu au suffrage universel direct. C'est-à-dire qu'il est élu par tous les citoyens directement. C'est la seule personne qui est investie d'une légitimité large pour représenter le peuple congolais à l'intérieur et à l'extérieur. Avec des pouvoirs très très limités. Non, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. C'est le président de la République, c'est pas le Premier ministre. Le Premier ministre n'a aucune légitimité directe. Il a une légitimité qui découle d'une autre légitimité de parlementaire. Ça fait pas de lui moins légitime. Des parlementaires et en termes de légitimité, ça fait pas de lui moins légitime. En termes de légitimité entre la légitimité du président et celle du Premier ministre, le président est redevable. Le président est redevable devant l'Assemblée nationale. Oui, d'accord, mais il conduit la politique. Il conduit la politique qui a été montée en concertation avec le président de la République. Dans cette histoire, le chef, c'est le président de la République. Le Premier ministre... C'est pas le chef tout-puissant, c'est là où on veut savoir. Le chef, c'est le président de la République. Il n'est pas le chef tout-puissant, surtout quand on est en coalition. Madame, le chef, c'est le président de la République. Le Premier ministre, c'est un exécutant. Il exécute ce que le président de la République lui demande de faire. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Donc, le président de la République... à la limite de la loi, par exemple. Non, bien sûr, dans le cadre juridique et constitutionnel, bien sûr. Donc, par exemple, quand il s'est agi de contre ça, il est peut-être exécutant, non, mais on a besoin. Il était absent. La loi le prévoit. Le contre-saint par la personne qui le remplace. C'est prévu par la loi. Il était absent. Le président n'a rien volé. Donc il n'est pas qu'exécutant, donc il peut co-signer, contre-signer certaines... Il contre-signe. Il contre-signe certaines ordonnances du président de la République. Moi, je ne remets pas ça en cause. Mais il devrait comprendre qu'il est... il est exécutant des ordres du président de la République. C'est pas non plus un garçon de course. C'est le président... C'est pas un garçon de course, le président de la République, c'est celui qui vient rendre compte au peuple congolais. Il rend compte au peuple congolais parce que, pour se faire élire au suffrage universel direct, c'est lui qui apporte un projet au peuple congolais. C'est lui qui dit au peuple, élisez-moi pour 5 ans, je ferai ça pour vous. C'est pas le Premier ministre. Donc il faudrait qu'on essaie de mettre ça dans nos têtes. Le Premier ministre n'a pas un pouvoir extraordinaire au-dessus de celui du président de la République.
pas du tout. C'est le président de la République qui prononce les discours de l'état de la nation devant la chambre, les deux chambres réunies en congrès, c'est pas le Premier ministre. Je reviens sur ma question. Il faudrait que les gens sachent un peu rester... Comment il va réussir avec une autre coalition alors qu'il vient de passer 2 ans avec une coalition dont il avoue qu'elle a échoué? Dans la future configuration qui se prépare, le président de la République seul sait ce qu'il dira. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Mais on aura besoin de patriotes. On a besoin de patriotes à la tête des institutions de ces pays. Nous avons besoin de patriotes. Un patriote, c'est qui? Un patriote, c'est une personne qui sert la nation avec dévouement. C'est une personne pour qui la nation passe avant tout, passe avant les autorités morales. C'est une personne qui est capable de dire non à une autorité morale, Dieu le Père soit-il, pour les intérêts de la nation. Et c'est ce genre de personnes-là, peu importe la coalition dans laquelle nous nous trouvons. Vous les trouvez où, ces personnes? Peu importe la coalition. Il y a des Congolais qui sont patriotes. Mais où, d'après vous? Parce que là, il a fait 2 ans avec les compatriotes. C'est le premier ministre. Non, mais il a dit lui-même dans le FCC, il n'y a pas que de diable. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont également bons dans ce FCC-là. Alors, le président de la République a besoin de patriotes. Parce que, en fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que notre pays, après 32 ans de moboutisme, après 18 ans de Kabila, le pays n'a vraiment pas décollé. Pourquoi? Parce que nous avons eu affaire tout ce temps à des politiciens qui n'ont aucun sens du bien commun, qui n'ont aucun sens de ce que c'est l'intérêt général. Donc ces gens-là... En cette matière, les kabylistes et les moboutistes n'ont pas le monopole parce qu'on a vu avec l'arrivée de Félix qu'est-ce qui se passait. Donc ces gens-là ne sont pas de patriotes. On peut en dire autant de l'UDPS qui aujourd'hui est à la tête du pays parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Et le président de la République a besoin des patriotes. On a besoin de patriotes pour avancer. Ce pays a un niveau... En fait, la RDC, moi je dis toujours, il faut qu'on se dise que nous sommes dans une situation de pays de l'Europe de l'Est ou de l'Europe tout court après la guerre. Il faut des gens qui ont un certain sursaut pour faire avancer le pays. On ne peut pas avoir de gens qui, pour prendre une décision, alors qu'il est patron de son ministère, doit consulter d'abord l'autorité morale. Comment détecter ces gens-là? Moi, je veux savoir. Ça ne va pas. Tout le monde, ça c'est un discours qu'on peut entendre ça et là, des patriotes, des gens qui aiment le pays, des gens qui sont dans le camp du peuple, le camp de la nation. On veut bien, tout le monde peut tenir ce discours-là, mais comment détecter ces personnes-là? Comment se dire que celui-là c'est le bon? Ou celle-là c'est le bon? Les consultations. Ça a été fait. Ouais, justement. Et maintenant, attendez que le président de la République parle. Il a entendu tout le monde. Il a entendu, il a écouté toutes les couches sociales, il ne faut pas l'oublier. Donc attendons qu'il parle. Il y a une frange qui n'a pas écouté, donc le FCC qui était ses anciens partenaires. Vous pensez qu'on peut parler... Il y a des gens qui sont du FCC qui ont été écoutés. Quelques personnes. Ah ouais, mais c'est qui ne représentent pas quand même la plateforme. En termes de représentativité, mais en termes d'union nationale, vous pensez que les consultations ont servi à quelque chose? Mais oui, je pense... D'union sacrée, comme lui-même le souhaite. Et il a dit union sacrée de la nation, ça a tout son sens. C'est-à-dire qu'il s'agit de prendre tous les enfants du pays, de les mettre ensemble, de dire que nous sommes à une étape de notre histoire commune où nous devons prendre de grandes options, décider de grandes options et voilà, décider finalement qu'il est temps de décoller, il est temps d'avancer. On ne peut plus être d'accord avec des gens qui bloquent volontairement le pays, ça ne va pas. Pour quelqu'un qui n'a réussi qu'en partie aux élections, parce qu'il n'a pas la majorité parlementaire, vous ne pensez pas qu'il est beaucoup trop exigeant, le président de la République? Non, faut pas dire qu'il n'a réussi qu'en partie. Il n'a obtenu que la présidentielle, parce que au niveau de l'Assemblée nationale, vous l'avez dit tout au début, il n'avait pas la main. En tout cas, l'UDPS et ses alliés n'ont pas eu la majorité. Comme aucun parti politique d'ailleurs. Vous ne trouvez pas si exigeant que cela? Il doit aussi... Vous ne pensez pas qu'il doit être très exigeant? Il doit faire des concessions? Il doit être très exigeant. Comme je l'ai dit tantôt, il doit être très exigeant parce que c'est lui qui a la légitimité populaire. Et le président doit être exigeant. En ont également. Le président, c'est celui qui répond directement à tout le peuple comme congolais. Les députés nationaux, provinciaux. Oui, exactement. Mais les députés nationaux
qu'on en parle. C'est vrai que moi, je suis d'accord avec qu'on ait un parlement et tout ça. Si je ne remets pas en cause ce qu'ils font, je ne remets pas en cause leur légitimité. Mais je pense que la légitimité des députés nationaux n'est pas comparée à la légitimité du président de la République. Un député national, je continue, madame, un député national est élu dans une circonscription. C'est une circonscription. Je suis de Lukunga, j'ai été élu par les citoyens de Lukunga. Ça veut dire que si on me demandait, par exemple, si on associait, allez, on va dire 2-3 circonscriptions, peut-être que je serais incapable d'être élu. Mais le président de la République, sa circonscription, c'est la RDC. C'est le pays tout entier. Donc, c'est le seul qui détient cette légitimité-là populaire la plus large, que ce soit par rapport aux députés, par rapport aux sénateurs, par rapport au Premier ministre, qui est une invention politique. Et puis... Vous ne pensez pas qu'avec un tel discours, vous risquez de créer un président tout-puissant? Mais le peuple... Parce qu'on vous entend parler, c'est comme si les députés ne servent à rien. Non, j'ai pas dit ça. C'est comme si c'est le président qui doit non. Ou agir sur tout. Non, il ne faut pas dire que j'ai dit que les députés ne servent à rien. Non, ils servent à quelque chose. Ils font un très bon travail, le contrôle, par exemple, le contrôle parlementaire et tout ça, c'est eux qui votent les lois. C'est un travail très important. Dans une république qui s'est dit démocratique, il faut qu'on ait de lois et des bonnes lois. Et ce travail-là est fait par les députés. Ils font un travail très très important. Mais le président de la République, au-dessus de tous, en fait. Il est au-dessus de tous. Quelles sont ses limites, au fait? On sait, vous ne avez fait que ça, répéter. Il est au-dessus de tous. C'est lui le chef. Bien sûr. Au regard de la Constitution, vous êtes avocat, vous êtes de la force grise, vous avez de la matière grise. Quelles sont les limites du chef de l'État en République démocratique du Congo? Alors, les limites du chef de l'État sont fixées par la Constitution. Citez-nous en un ou deux. Voilà. Par exemple, je vous cite une des limites du président de la République. Il ne peut pas déclarer la guerre tout seul. Et cet exemple, il est parfait. Pourquoi? Parce que ça vous montre l'importance du suffrage universel, de la légitimité populaire du président de la République. On dit que le président de la République, avant de déclarer la guerre, il doit avoir les quitus du Parlement. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui va demander au Parlement de lui donner l'autorisation de déclarer la guerre. Mais le Parlement, par contre, ne peut pas déclarer la guerre, puisqu'elle n'a pas compétence pour déclarer la guerre. Ça le lie, quoi. Justement, c'est-à-dire, sans l'autorisation du Parlement, tu ne peux rien faire. Non, mais c'est intéressant. En fait, pourquoi c'est ça? C'est-à-dire que, justement, pour vous montrer que le président de la République, comme vous avez dit... n'a pas plus de légitimité que le Parlement. Non, c'est pour vous montrer que le président de la République, quand vous avez essayé de le dire tantôt, là, c'est pour vous montrer que le président de la République n'est pas le roi. C'est-à-dire qu'on crée un peu... Bon, aux États-Unis, c'est un peu... C'est un peu au niveau de l'UDPS qu'on essaie de faire de lui un roi. Aux États-Unis, c'est un peu comme le check and balances. C'est-à-dire qu'on essaie de créer un peu de tempérer le pouvoir du président de la République parce qu'on se dit c'est un être humain. Et comme tout être humain, on peut avoir nos excès. Et que voilà, ces excès-là ne puissent pas, entre guillemets, handicaper la République. Est-ce qu'au niveau de l'UDPS, on comprend cela? On comprend que le président a un pouvoir limité? Non, les limites du pouvoir du président de la République sont constitutionnelles. Moi, je n'en dis pas. Est-ce qu'on comprend? Parce c'est comme s'il est censé... Mais vous parlez à une personne qui est de l'UDPS, et je vous le dis. Ça veut dire mais tous ne pensent pas comme vous. Ils pensent que le président de la République, c'est le tout-puissant. Il a des pouvoirs illimités jusqu'à révoquer le Premier ministre. En parlant de la révocation du Premier ministre, le président de la République, bien sûr, peut mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Il le peut. Et la Constitution est claire en cette matière. Oui, on ne va pas revenir sur ce débat-là, mais voilà. On sait comment ça s'est passé. Vous avez lu l'article 78. On sait comment le Premier ministre, le président de la République peut mettre fin. Oui, on connaît lorsque la l'autre présente la démission et tout ça. Donc, ça oui, c'est une manière polie de ne pas lui dire c'est une manière polie de ne pas faire comme Donald Trump où je te vire sur Twitter. Non, mais poli ou pas poli, mais la procédure est là. La procédure est là. Justement, mais c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas une démission, il n'y a pas une démission du Premier ministre, il n'y a pas révocation. Oui, mais le Premier ministre va présenter cette démission. Donc on revient sur le fait qu'il y a des pouvoirs au regard du bicéphalisme qu'il y a au niveau de l'exécutif.
c'est très lié. On est tu ne d'accord. déposes pas ta démission, Mais justement, je te vire pas. Mais justement, il ne faut pas rester sur les mots. C'est ce que je viens de vous dire. Le fait de dire, ça a toujours été comme ça dans les républiques semi-présidentielles. Le fait de dire que le Premier ministre dépose sa démission, c'est une manière polie de ne pas le virer comme un garçon vulgaire. On revient sur le plan pratique. cela. Aujourd'hui, si le Premier ministre, si le président de la République décide de mettre fin officiellement à la coalition avec le FCC et que par la suite, le Premier ministre qui est issu de cette plateforme refuse de démissionner. Le président, il fait quand? Il ne va pas refuser de démissionner. Non, on est dans des hypothèses. Oui, au regard de l'article, mais... il ne va pas refuser comment? Qu'est-ce qui vous en est? Je vous dis... Quelle est la marge de manœuvre dont dispose actuellement le président pour contraindre le Premier ministre qui est issu du FCC de démissionner? Je ne suis pas le président de la République, donc je ne vous... Non, mais au regard de la loi. Justement, laissez-moi vous expliquer. Je viens de vous dire que le Premier ministre est une création politique. D'accord? Et nous sommes en politique. Et si le président veut la démission du Premier ministre, il obtiendra la démission du Premier ministre. La marge de manœuvre au regard de la loi. Mais c'est ce que je vous ai dit. La loi dit que le Premier ministre présente sa démission. Tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait? Et le président de la République, s'il veut, s'il veut obtenir cette démission, il obtiendra cette démission. Par quel mécanisme? Le Premier ministre est une invention politique. Je dis par quel mécanisme? Soyons pragmatiques, procédons par des exemples. Je suis très pragmatique. Procédons par des exemples. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux pas. Qu'est-ce qu'il peut faire? Déjà, je ne suis pas dans les secrets du président de la République. Et puis, deuxièmement, je ne veux pas étaler, vous êtes bien d'accord avec moi, sur la place publique, certaines stratégies pour arriver à cette fin-là. Ça, vous me le concédez quand même. Donc, je ne peux pas étaler ça. Mais je vous dis que c'est possible. Si le président de la République décide d'obtenir la démission de ce Premier ministre-là, il l'obtiendra. Donc, on est tous aujourd'hui d'accord. Le Premier ministre est une invention politique. Donc, au moins, on est d'accord qu'aujourd'hui, si Ilunga Ilunkamba est encore là, c'est parce que le président de la République n'a pas encore demandé ça. Exactement. S'il veut le virer, il va le virer demain. Bah, on ne demande qu'à voir. On espère qu'on verra ça. Très heureusement qu'il est encore démocrate, il ne va pas faire comme Trump sur Twitter. On attend voir, on ne demande que ça. Ouais. On attend voir que ça va se passer. Des voix se lèvent, on a vu des balais diplomatiques. Vous pensez que... Pas vous pensez. Comment réagiriez-vous si, lors de son prochain message, le chef de l'État dit, écoutez, je suis dans la possibilité de rompre avec le FCC? Non, attendons le message du président de la République. On peut dévancer quand même, analyser, vous réfléchissez, vous pensez à ça au niveau de l'UDP. Je ne peux pas, bien sûr, nous avons une cellule stratégique. Nous avons une cellule stratégique. Et voilà, vous dites quoi? Si on se réveille, parce que ce ne sera pas la première fois qu'ils prennent l'UDPS à contre-pied ou qu'ils prennent la base à contre-pied. Ah, c'est ce que vous pensez? Non, mais ça fait 2 ans que la base demandait quand même la rupture avec le FCC, il n'a jamais fait. Je vous ai dit qu'il y a une cellule stratégique au sein de l'UDPS et nous réfléchissons à toutes les éventualités. Mais parmi les réflexions, il y a quoi? Mais je ne peux pas venir exposer ces réflexions-là sur la place publique. Non, vous réfléchissez parce que parmi vous, il y a des gens qui veulent savoir et se préparer moralement, de dire, mais est-ce que, comment on se comporte? La position de l'UDPS, elle est connue, elle a été exprimée à la fois par le président Kaboun et par le secrétaire général Kabouya. La position de l'UDPS, c'est la fin de la coalition avec le FCC. Il faut préciser cela. D'accord? Ça, c'est connu. Maintenant, le président de la République, le président de la République, une fois qu'il est président de la République élu au suffrage universel, il doit aller au-delà des positions des partis. La preuve, la Constitution le dit, une fois qu'il est élu président de la République, il n'est plus chef de parti. Donc, c'est celui qui représente la nation, c'est le symbole même de l'unité nationale, le président de la République. Il doit aller au-delà des positions du parti. Mais la position de l'UDPS est connue. Attendons le président de la République, il va s'adresser à la nation. Nous attendons avec impatience ce qu'il va nous dire. On se prépare quand même moralement. S'il prend le contre-pied, ce ne serait pas la première fois de dire écoutez, vous avez demandé ça, mais je crois que je veux faire ça pour le bien de la nation. Si les Congolais sont des talents de devin aussi efficaces... C'est pas pour rien qu'il y a des analyses. Joseph Kabila... C'est pas pour rien, il y a des réflexions, justement. Bien sûr. On réfléchit mais des réflexions stratégiques, on ne les étale pas sur la place publique. Vous êtes bien d'accord avec moi? Joseph Kabila demande une chose, c'est le respect de l'accord. De quel accord? Le respect le dialogue. Il y a certaines voix qui se lèvent aujourd'hui pour demander un dialogue. C'est une bonne chose, le pays en a besoin. Mais le respect de quel accord? Vous avez vu cet accord? Mais à l'UDP, vous avez tellement signé d'accord qu'on ne sait plus de quel accord on doit parler avec vous. Est-ce que vous avez dit, Joseph Kabila, est-ce que vous avez vu cet accord? Personne n'a vu cet accord.
Et on peut pas discuter. Dans le cadre de FCC Cash. On peut pas discuter sur les sexes dans des anges. Dans le cadre de FCC Cash, il y a bien eu un accord. L'accord pour gouverner, je vous l'ai dit au début, et ça a été même coulé dans l'ordonnance qui nomme les membres du gouvernement. FCC Cash a été reconnu comme majorité parlementaire. La majorité au Parlement, c'est FCC Cash aujourd'hui. Il faut bien le préciser. C'est pas que le FCC. Qui n'existe pas selon vous de GICash d'ailleurs. Oui, donc, mais je vais expliquer. Non, ça c'est pour que tout le monde comprenne. Si vous voulez, je vais reformuler. Mais je crois que nos téléspectateurs sont intelligents. Je reformule pour aller doucement parce que non, je vais pas vous laisser passer sur ça. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la majorité parlementaire aujourd'hui est composée des partis politiques qui appartiennent, qui se réclament être du cash et de députés des partis politiques qui se réclament être du FCC. Là, on est bien d'accord. Aujourd'hui, ça sera peut-être l'une de mes dernières questions. L'UDPS va rompre combien d'accords pour qu'on puisse atteindre le développement dans ce pays? L'UDPS est un parti social-démocrate. Il faut qu'il arrive à rompre combien d'accords comme ça? Parce qu'on en compte déjà trop. On ne reste pas dans un accord pour les beaux yeux des autres. Lorsqu'un accord, on remarque que cet accord ne va pas dans le sens de l'intérêt du peuple, ne va pas dans le sens de l'intérêt général, ne va pas dans le sens... Vous êtes le seul à incarner cet intérêt du peuple? Non, mais pourquoi on est en Pourquoi c'est seulement vous qui créez des ruptures? C'est le sens même de l'engagement politique. Lorsque nous sommes dans un mouvement politique, nous mettons ensemble, c'est parce que nous avons cette prétention d'apporter mieux au peuple. Et on ne va pas nous interdire de dire que nous pensons que nous apporterons mieux au peuple. Sinon, le sens même de l'engagement politique puisqu'apparemment, vous avez du mal à demeurer dans des accords. Mais c'est ce que je disais. Vous ferez comment? Parce que vous avez tellement rompu. Je vais répéter ça, et je vais répéter ça avec force. Nous ferons autant d'accords qu'il le faut si ces accords vont dans l'intérêt du peuple, et nous allons rompre autant d'accords qu'il le faut si ces accords violent l'intérêt du peuple, si ces accords ne concourent pas au bien-être du peuple, si ces accords ne sont pas de l'intérêt du peuple. S'il faut rompre 200 accords, nous allons le rompre pour ces raisons-là. Je vous remercie d'avoir été là. Madame. Merci. Merci, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette émission. Écrivez-nous, appelez-nous pour vos réactions et suggestions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programme. On s'est dit au revoir et à très très bientôt.